elle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement. Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Ok, donc là on se retrouve pour la deuxième partie. Petit résumé bref, dans la première partie, on a vu le système d'habitation, ok, et le commencement du début du système social, parce que bon, ça serait vraiment trop long si je parle en détail du système social qu'on a appris chez les fourmis, mais je pense que vous-même, avec votre esprit, si vous réfléchissez, vous pouvez faire des connexions, et en tout cas, si la curiosité vous porte, allez vous renseigner sur les fourmis. Il y a des documentaires, il y a des articles, sur aussi les termites, sur les insectes en général. Okay, parce que la première parole, ok, ou la deuxième parole, en fonction de comment est-ce qu'on ordonne les choses, comment est-ce qu'on considère les choses, ce sont les insectes. Okay, les insectes, ils portent vraiment cette charge-là. Donc, pour la deuxième partie, on va aborder les régimes politiques. Voilà. C'est-à-dire, on va voir un peu comment est-ce que l'Afrique ancienne voyait organiser la politique à travers la réforme du pharaon Akhenaton. La fameuse réforme, parce que cette réforme politique-là a suscité beaucoup de polémiques, tant à l'époque même, ok, et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart des égyptologues, et bon, pas la plupart, parce que ça serait extrapolé un peu, en tout cas une partie des égyptologues et une partie des historiens même aujourd'hui, considèrent que la réforme attonienne a inspiré a été le premier monothéisme de l'histoire et a inspiré les religions abrahamiques. Voilà, ça c'est le discours que vous allez beaucoup entendre. Mais c'est pas vraiment ça. Non, parce que le monothéisme existait déjà en Afrique. Voilà, depuis très longtemps. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes, notamment la chronique sur Thoth, pour comprendre comment est-ce que nos ancêtres concevaient l'unicité de Dieu malgré les différentes images là qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi sur Instagram, ok, on a un média, Carablé, ok, où on fait des posts vraiment plus détaillés avec des explications vraiment en profondeur, des graphies hiéroglyphiques et tout, etc. Donc, je ne vais pas développer sur le monothéisme de nos ancêtres aujourd'hui, mais sachez que nos ancêtres ont toujours été monothéistes. La réforme politique du pharaon Akhenaton était beaucoup plus subtile que ça, et on va la voir. Donc là, je vous ai présenté trois types de systèmes politiques qui existent encore aujourd'hui. Donc, on a la monarchie constitutionnelle de droit divin, qui était en quelque sorte le système politique que les Égyptiens anciens avaient et que l'Afrique a en général. Dans toute l'Afrique, quand il y a un roi, automatiquement c'est une monarchie constitutionnelle de droit divin. Voilà, c'est pas un roi tyran qui règne bêtement, comme ça il fait ce qu'il veut. C'est très encadré, il y a des institutions pour encadrer, pour soutenir. Le roi en général, c'est le ciment du peuple. Ok, voilà, c'est pas un dictateur, c'est même pas lui vraiment le chef de l'État, en réalité. C'est juste celui qui maintient l'alliance, le mariage, l'harmonie entre les différentes institutions et entre les peuples, ok, qui composent donc la nation. Ensuite, on a la gérontocratie, ok, qui est une anarchie de type collégial. La gérontocratie, mon français est du dé. Non. La gérontocratie ou anarchie de type collégial. Déjà, la gérontocratie, c'est quoi? C'est un système politique où on considère que le pouvoir doit être, en tout cas ceux qui exercent les plus hautes responsabilités du pouvoir, doivent être des personnes d'un certain âge. Okay? En général, le pouvoir s'acquiert par classe d'âge, c'est-à-dire on prend le pouvoir par classe d'âge. C'est pour ça qu'on parle d'anarchie de type collégial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Ce sont des sociétés sans chef, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas organisés.
Voilà. Ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de président. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, ah, moi, je suis le chef, le chef. Ils sont plusieurs. On peut élire un parmi les différentes classes d'âge pour représenter, pour être un peu le doyen, tu vois, le conciliateur, celui qui, on va dire, qui juge les palabres, celui qui apaise les tensions et tout. Mais tout le monde est autant chef parce que quand on prend les décisions, c'est à l'unanimité. Parce qu'il n'y a pas de droit de veto, il n'y a pas ce genre de choses et tout, etc. À près de 80 km d'Abidjan. Nous sommes au cœur du pays Adjoukrou, peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire. À l'horizon, des bâches qui s'étalent dans les maisons de ce quartier de Sébim, où l'on se prépare à célébrer l'une des traditions les plus importantes de ce peuple, les bèbes, un système de démocratie villageoise célébré tous les 8 ans. La fête de l'Ebeb marque l'arrivée au pouvoir d'une classe de dirigeants chez les Adjoukrou. Ceux qui, par leur tranche d'âge, sont considérés comme les nouveaux patriarches. Et dans cette maison, on s'apprête à célébrer l'une d'entre eux. Et pour cet événement, on voit les choses en grand. Les patriarches prennent place en attendant le début de la cérémonie. Cette année, ils sont au nombre de 171 à célébrer l'Ebeb. Ils ont un âge qui varie entre 60 et 70 ans de façon générale, et tous font partie de la génération dite des Ogbojlou. Comme toutes les générations du système social Adjoukrou, cette génération comporte 3 classes d'âge et se sent désormais prête à assumer la gestion du village et du pouvoir politique. Par exemple, les Dogons, aujourd'hui, c'est le système qu'ils ont. C'est le système d'organisation qu'ils ont. Les Senoufo aussi, par certains aspects, c'est le type de société qu'ils ont en fait. Ce sont des sociétés très égalitaires. Voilà. Surtout chez les Dogons. Aujourd'hui, les Senoufo sont plus ou moins islamisés. Ok. Surtout en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont un peu perdu ce mode de vie là. On a aussi les Adjoukrou en Côte d'Ivoire qui ont réussi aussi à préserver un type d'organisation de la société similaire à ça. C'est-à-dire que il y a des classes d'âge. Donc, pour vraiment faire simple, on va dire de 20 à 30 ans, c'est une classe d'âge. De 30 à 40 ans, c'est une classe d'âge. Ok, de 40 à 50 ans, c'est une classe d'âge. Et ça roule. Vous voyez, à chaque fois, chaque classe d'âge monte et ainsi de suite. Donc, ça se renouvelle. Donc, voilà, c'est très organisé en fait. Enfin, on a les théocraties. Ok, qui sont des assemblées cléricales. La théocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Dieu a un représentant sur terre et c'est lui le chef. Voilà, c'est lui le chef. Et en général, c'est une religion. Ils sont bons entre eux et ils mangent. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est un bon, ils sont entre eux et ils mangent. Il ne faut pas que quelqu'un va manger. Donc, ces prêtres-là, ils vont confisquer le pouvoir. Ils vont même confisquer l'administration, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent l'administration. Si c'est, on va dire, une région, ou plutôt un territoire, où il n'y a que des prêtres, comme le Vatican aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Parce que c'est que des prêtres qui vivent là-bas, donc des prêtres qui sont dirigés par des prêtres. Quoi de plus normal, on ne va pas chercher un cordonnier ou bien Samalakolo pour être chef chez un boucher. Il ne sait même pas couper viande. Vous voyez, non? Mais sauf que là, la théocratie, dans le cadre, par exemple, de l'Iran, aujourd'hui, c'est les religieux qui dirigent tout le monde. Vous voyez que c'est pas très équitable, en tout cas, selon moi. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Si certains, en tout cas, je veux pas heurter les gens, si pour certains c'est une culture et que ils trouvent des bénéfices à le faire, tant mieux. Mais moi, pour moi, et dans le paradigme de mes ancêtres, c'est pas juste. Voilà, c'est pas un modèle, en tout cas, que nous, on a envie d'avoir pour notre continent. Ceux qui s'apprêtent après 8 ans de gestion des affaires à passer le flambeau. On les distingue à leur chapeau, canne et pagne portés sur l'épaule, qu'ils sont les seuls à pouvoir arborer. Cet homme est l'adjoint au Milowell, l'adjoint au chef de la génération sortante, des chefs désignés entre leurs pairs, fiers d'être un modèle de démocratie.
C'est une fierté pour nous. Nous n'allons pas éterniser. On n'éternise pas, c'est 8 ans. C'est pourquoi on parle des Adjoukrou comme d'une société démocratique. Parce que 8 ans après, c'est les autres qui passent. Et ouais, regardez bien comment ça se passe. 8 ans, 8 ans, 8 ans. Vous allez dans la vieillesse, même la vieillesse la plus absolue. Vous comprenez? Parce que ce pouvoir-là, c'est le dernier. Ceux qui s'apprêtent après 8 ans de gestion des affaires à passer le flambeau. Donc voilà, vous voyez, là, on a vu donc un système politique autochtone de l'Afrique, ok, où ce sont des classes d'âge qui à chaque fois montent en grade et prennent à chaque fois en échelon dans l'organisation du pouvoir dans la société, dans les prises de décision et tout, etc. Et toutes les décisions sont prises de manière collégiale avec tout le monde. Tout le monde vote. En tout cas, ceux qui sont membres de la classe d'âge qui gèrent l'affaire en question là. Voilà, eux se réunissent et ils font le travail. Et ils votent à l'unanimité en général. Ok, il y a d'autres systèmes où c'est pas à l'unanimité, mais en général, dans l'Afrique traditionnelle, ce genre de système-là, on votait à l'unanimité en fait. Voilà. Donc, on pourrait s'inspirer, par exemple, de ce genre de système-là pour repenser notre manière d'organiser le pouvoir de nos sociétés. Parce que on voit que la démocratie, mais la démocratie quoi? Les peuples, c'est que si la démocratie, soi-disant, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est que c'est un principe, entre guillemets, qui est de dimension universelle, parce que tout peuple veut être dirigé par lui, pour lui, etc. Quel peuple veut qu'il soit dirigé par un dictateur qui a le fouetté tous les jours? Non. Donc c'est légitime, sauf que, est-ce que tous les peuples ont les mêmes réalités? Je ne pense pas. Est-ce que tous les peuples doivent avoir les mêmes systèmes? Je ne pense pas. Sinon, on est des robots, on va droit dans le mur. Donc, il faut que les Africains, on puisse se réapproprier nos valeurs. On peut pas être les seuls dans le monde à être des copistes, à copier. Surtout quand on copie quelque chose qu'on a du mal à faire fonctionner. Très clairement, parce que depuis les indépendants jusqu'à maintenant qu'on est dans ce système, c'est pas très top. Et quand on regarde même les résultats dans les soi-disant grandes démocraties européennes et tout, etc., le résultat, il n'est pas fameux. Certes, c'est très bien, il y a une stabilité politique, il y a une liberté de parole, d'expression, en général. Ok. Mais quand on regarde au niveau social, au niveau du rapport que les dirigeants ont avec les gens qui dirigent, et même avec souvent les dimensions impériales de ces États-là, bon, c'est pas... Je pense que l'Afrique peut rêver de mieux, en fait, comme modèle de société. Voilà, on peut rêver de mieux. Surtout que, moi, à mon avis, ce système politique-là, il est déjà fait pour favoriser ceux qui vont avoir les moyens de faire tourner cette machine démocratique électorale telle qu'on nous l'a vendue, en fait. Parce que pour faire campagne électorale, bon, ça c'est un autre débat, on va revenir sur ça une prochaine fois. Donc, là je vous présente des systèmes d'organisation. Cette fois-ci, c'est pas le système, on va dire, comment est-ce qu'on dit, où on choisit les dirigeants, mais plutôt la manière de s'administrer au sein du territoire. L'administration, c'est quoi? C'est comment on organise les fonctionnaires, comment on organise les différents ministères, comment on organise les régions et tout, etc. C'est ça. Donc, on a la confédération où les différentes régions ou les différents États sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre système politique, ils ont leur propre système d'éducation, leur propre système de diplomatie. Souvent, en tout cas, ils sont indépendants. S'ils veulent quitter la confédération, ils quittent. Ok, et ils sont tous sur le même plan. Ça, c'est très important. Voilà. Et c'est ce modèle-là que nos ancêtres ont privilégié. On appelle ça des alliances. Nouer alliance. Si une alliance avec toi, c'est comme un mariage, tu peux divorcer. C'est pas un mariage à vie. On souhaite que ce soit un mariage à vie, que tout se passe bien. Mais c'était un modèle en tout cas assez souple et qui profitait à tout le monde en fait.
Voilà. Ça permettait de constituer un grand État où on pouvait faire du commerce ensemble, on pouvait se marier ensemble, circuler librement ensemble, on pouvait avoir une armée ensemble pour se défendre, on pouvait avoir des échanges culturels, mais chacun restait maître de son territoire. On n'essayait pas d'imposer des valeurs, en tout cas, ou des manières de penser, ou des dirigeants à des peuples. Voilà, tu adhères librement à la confédération, à la famille. Ensuite, on a la fédération qui est un système où les États, en tout cas, où les régions qui sont membres donc de ce grand État-là, sont autonomes. C'est-à-dire que la plupart de leurs pouvoirs sont délégués à l'entité centrale qui gère en fait. Et eux, ils ont des pouvoirs plus ou moins limités. C'est le système qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, au Nigeria, en Allemagne, en Suisse. Même si la Suisse s'appelle la Confédération helvétique, c'est un nom qu'ils ont gardé de l'ancien temps en fait, mais techniquement c'est une fédération. Donc, ça aussi c'est un système on va dire qui est plutôt souple. C'est-à-dire que chaque région peut avoir sa langue, tout comme la confédération, peut avoir ses propres coutumes, ses propres us, mais on se reconnaît comme étant membre du même pays. Sauf que là, les États ne sont plus indépendants. Ils peuvent pas quitter le pays comme ça. Non. Ensuite, pour finir, on a l'État central, qui est l'administration unique pour tout le pays. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui en France, en Côte d'Ivoire. La plupart même des anciennes colonies françaises, c'est ce système-là. En Italie aussi, je crois que c'est un État central qu'ils ont. En tout cas, c'est un État qui a le bénéfice de maintenir une unité vraiment très ferme dans le pays, dans le sens où il y a une seule langue en général qui est officielle. Il y a un seul système politique, un seul système d'éducation. Tout est géré par le gouvernement en fait, le gouvernement central. Et les chefs des régions, sont inféodés. C'est-à-dire ils obéissent directement au roi, à l'État central et au chef de l'État central. Contrairement aux confédérations où il n'y a pas de chef. La confédération, il n'y a pas de chef. Tout le monde est chef. Il y a une entité symbolique qui, en fonction donc du régime de confédération, peut avoir plus ou moins de pouvoir. Il y a des confédérations qui avaient par exemple des rois, comme en Égypte antique, où il était très fort, il était très puissant, il avait une grande autorité. Et il y avait des confédérations où il en avait moins en fait. Donc la confédération c'est très souple. La fédération c'est entre les deux. Là il y a un chef, c'est clair, c'est établi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à faire de dire non, il a plus ou moins de pouvoir et tout, etc. Non. Voilà. Et les États là sont liés. L'État central, donc comme je l'ai expliqué, c'est un État qui pour moi est le moins souple, qui est le plus rigide et surtout qui dans l'histoire a apporté le plus de violence. Si jamais ça vous intéresse de connaître en détail les histoires donc de ces différents types de régimes là, dites-moi dans les commentaires et je vais faire la vidéo au calamar. Donc là, on va vraiment aborder la réforme attonienne. Mais avant, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tous ces systèmes-là? Parce que la réforme du pharaon Akhenaton, dit Akhenaton, mais bon, ça là, c'est pas son vrai nom. Hein. Pas son vrai nom. On va voir son vrai nom plus tard. Mais sa réforme était politique. Voilà, il a réformé le système politique, le système social de nos ancêtres en fait, en Égypte. C'était pas une réforme, comment est-ce qu'on dit, qui avait pour but de changer la religion, non. C'est pour ça qu'au début, dans la première partie, si vous vous rappelez, quand il vous ai présenté les enseignements d'Ogo Temeli, il disait quoi? Il dit la révélation spirituelle pénétrait l'enseignement technique. Je relis. Dans le souffle de la deuxième parole révélée, en effet, le génie parlait comme l'avait fait le Nomo. Il octroyait son verbe au travers d'une technique afin qu'il fût à la portée des hommes, montrant ainsi la coopération entre forces spirituelles et gestes matériels. La révélation spirituelle pénétrait l'enseignement technique. Pour les Africains, la vie physique, les choses du physique qu'on fait dans le monde physique, dans le monde d'en bas ici là, les élections, le roi, etc., ça vient du spirituel. C'est une inspiration divine.
Donc, les deux sont mélangés en fait. Les deux ne font qu'un. La spiritualité et la vie technique ne font qu'un. Les deux se mélangent. C'est pour ça que les égyptologues pensent qu'il a voulu changer la religion. Parce que pour les peuples africains, les deux sont ensemble. En tant qu'aujourd'hui, dans la pensée occidentale, on a tendance à séparer les choses. À penser que, oui, la politique, c'est quelque chose de très technique et tout, bon, qui n'a rien à voir. Les choses de Dieu, pour les choses de Dieu, les choses des hommes, pour les choses des hommes. Ok? Comme le dicton là, qui dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et rendez à César ce qui appartient à César. Mais pour nous, les Africains, Dieu et puis César, c'est la même chose. C'est pour ça que le roi, en Afrique, c'est toujours un prêtre. Toujours. C'est toujours un initié supérieur dans les mystères. Parce qu'il a la fonction de représenter Dieu sur terre, en fait. C'est un être divin. En quelque sorte. Donc, je répète encore, assimiler, si vous voulez bien comprendre la suite, que le pharaon Akhenaton n'a pas changé la religion en Égypte. Il a voulu faire une réforme politique. C'est pour ça que je vous ai donné toutes ces informations avant pour que vous puissiez voir à peu près quels sont les systèmes politiques qu'on a aujourd'hui et qu'on avait avant. À quoi est-ce que ça correspond pour comprendre ce qu'a voulu faire le pharaon Akhenaton, que je rappelle a vécu il y a 1350 avant Jésus-Christ. Pour comprendre la réforme du pharaon Akhenaton, on va déjà analyser quel système politique il y avait en Égypte, à Kama. Quel système politique il y avait à Kama? Il préfère Kama, mais Kama, c'est le nom authentique. Voilà. Eh bien, Kama, c'était une monarchie constitutionnelle de droit divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que c'est un roi qui est à la tête, mais ce roi-là, c'est un roi prêtre. Ok, donc c'est un roi qui tient sa légitimité de Dieu, du spirituel, de sa relation privilégiée, du fait de son initiation en fait, parce que c'est le plus grand initié du pays qui monte sur le trône. Donc il est préparé dès son enfance, avant même d'arriver dans le corps de sa maman. Le gars, il était prédestiné à être un roi, en quelque sorte. Et le terme pharaon vient de ce terme-là, du terme Fulfulde Pera, qui signifie le mariage, les noces. Ça va me donner Fari, parce que le F et le P, mutation phonétique, c'est la même lettre. Ça peut se changer très facilement. Pourquoi? Parce que les peuples africains conçoivent l'union des peuples comme un mariage. Parce que pour créer un État, il faut qu'il y ait plusieurs peuples qui aient cette volonté en fait. Donc il y a la volonté de s'unir. Et pour les Africains, la structure de base dans la société, c'est la famille. Et ce système de famille-là va se dupliquer ou on va le prendre pour l'agrandir d'échelle au fur et à mesure. Donc, l'union de deux régions, c'est vu comme un mariage. C'est vu comme deux familles qui se marient. Et l'Égypte antique est née de la fusion de plusieurs clans, de plusieurs familles matrilinéaires. Ok, voilà. Donc, le pharaon, c'est le garant en fait du mariage entre les différentes régions qui forment la confédération égyptienne. Plutôt la confédération Kami, éthiopienne. Voilà. Parce qu'à l'époque, les différentes régions là qui se sont associées pour créer ce qu'on appelait Kama, c'est le pharaon qui va être le point central, le point focal. D'où le terme de Pera, qui va devenir pharaon plus tard. Parce que même les mandingues, quand ils veulent appeler le roi, ils disent souvent Fari. Fari qu'on traduit aussi par prophète. Donc c'est Fari là qui va devenir pharaon. Donc on a cette stèle là, ou plutôt ce bas-relief, plutôt c'est le terme exact, c'est un bas-relief Kami, qui nous montre le roi, en position de ce qu'on appelle le Sematawi. Qu'est-ce que le Sematawi? Le Sematawi pour nos ancêtres, c'est le modèle de l'union politique. Ce qu'on appelle basiquement aujourd'hui l'alliance cathartique ou l'alliance à plaisanterie. Donc le Sematawi codifie les mariages, que ce soit le mariage amical, le mariage homme-femme ou le mariage de deux individus au sens large du terme, parce que le mariage, c'est pas seulement l'union charnelle, ça peut être spirituel, ça peut être symbolique en fait. Donc vous avez les deux divinités qui sont en train de tirer à la corde. Eh bien, le terme de tirer à la corde là, en bamanan, ça se dit sama. Sama, ça veut dire tirer à soi.
ok. Et la corde, ça se dit juru. Juru, qui veut aussi dire le contrat. Donc c'est ce qui symbolise en fait, ça symbolise le contrat politique de l'Égypte. Et le Fari, c'est le gardien des institutions, le garant du bon fonctionnement des institutions entre les différents corps constitués de l'État en fait. Et c'est aussi le garant de l'unité entre les différentes régions. Ok, donc au niveau confédéral ou fédéral, on aura donc des institutions qui vont représenter tout le monde. Et le roi est le représentant d'une des premières institutions supranationales en fait, qui est le clergé. Donc le roi, c'est un prêtre qui est issu du clergé et qui monte sur le trône. Ensuite, il y a le gouvernement civil, ok, qui représente ce qu'aujourd'hui on appelle le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, ça c'est la fête du peuple, le gouvernement civil qui est symbolisé par le dieu Thoth, ok, Tata. Ensuite, on a l'armée qui est symbolisée par Koré, ok, ou Kilé. Ok, en Sénoufo, on va l'appeler Kilé. Les Baoulés vont l'appeler Clé, par exemple. On peut aussi l'appeler Oro. Certains, comme les égyptologues, vont l'appeler Horus. Ok, donc, qui est aussi un dieu qui est attaché à la royauté. Parce que le roi est aussi un général. Ok, le roi en Afrique a généralement la fonction aussi de guerrier. Donc, lui, il symbolise l'armée. Ensuite, on a les deux chambres qui sont, on va dire, les endroits où on prend les lois, où on prend les directives, où on organise en fait la palabre, grosso modo, de la société, les discussions, tout ça et tout, etc. Donc, vous voyez que sur cette fresque-là, c'est deux femmes qui symbolisent les deux chambres où on prenait les décisions, où on votait les décisions dans le pays de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que nos ancêtres avaient le matriarcat. Contrairement à ce qui tend à s'imposer aujourd'hui, et c'est ce qui est beaucoup pratiqué même dans les pays européens ou asiatiques, qui est le patriarcat, nos ancêtres considéraient que le pilier de la société, c'était la femme. Ok? Et même le terme de chambre, ok, dans les langues africaines, se rapporte à la déesse Isis. Ok? Voilà, par exemple, quand on va dire Ogo, pour dire la maison et tout, etc., c'est le terme qui va donner Sigi, ok, qui veut dire la déesse Isis. Et Sigi, ça veut dire s'asseoir. C'est pour ça qu'ils sont en position assise aussi. Donc tout ça, ce sont les langues africaines en fait qui permettent de décoder tout ça. Et ce qu'on appelle donc la chambre haute, c'est le conseil des anciens, ok, qui représente les nobles, la noblesse. D'où le fait qu'ils soient du côté de l'armée. Parce que l'armée de base, c'était une affaire de nobles. C'est les nobles qui géraient l'armée. Voilà. Et il faut savoir que comment est-ce qu'on dit, l'armée, c'était aussi une sorte qui pouvait être comme un contre-pouvoir. Voilà. C'est la chambre haute qui est devenue aujourd'hui les Sénats. Parce que Sénat, notamment dans les langues bantoues, c'est le terme des anciens. Ok? Et Sénat dans les langues mandingues, c'est le terme de l'alliance, de la chambre, du parlement. Ok? C'est aussi le terme du jeu, du cousinage. Voilà. Et par exemple, pourquoi est-ce que ça là c'est lié à Horus et à l'armée? Parce que Horus, son nom dans les langues africaines, signifie l'ancien. Par exemple, en Chiluba, on va dire Koulou, l'ancien. Voilà. Et en Soussou, notamment même dans d'autres langues mandingues, on va dire Koré, pour dire le noble. Ok, le noble. C'est pour ça que la chambre haute, en général, c'est les nobles qui siégeaient là-bas, ou les anciens, des gens qui avaient fait des faits vraiment remarquables dans la société, on les mettait là-bas. Et c'est ça qui est devenu, par exemple, en Angleterre, la chambre des lords. Il faut savoir que l'Angleterre a hérité d'un système éthiopien, dû aux autochtones qui vivaient là-bas, qui avaient des relations avec l'Égypte antique. Voilà, les peuples autochtones donc de l'Angleterre. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous tapez sur internet Shedarman, vous allez voir un peu à quoi ils ressemblaient. Ces gens-là avaient des relations avec l'Égypte antique, donc ils avaient le système éthiopien, qui est un système, partout les peuples éthiopiens ont installé des royautés, c'était grosso modo ce genre de système. Voilà. Donc, pour résumer, la chambre haute, c'est le conseil des anciens, ok, dans tous les villages où il y a des rois, vous pouvez jusqu'aujourd'hui voir ça, qui était adossé donc à l'armée. Ensuite, on a la chambre basse qui représente le peuple de base, ok, le tout venant, même les gens de caste, ok, et eux ils sont adossés au gouvernement civil, c'est eux qui gèrent la cité en fait.
Ok, le gouvernement civil et la chambre basse, c'est eux qui gèrent la cité, c'est eux qui ont vraiment les prérogatives sur ça en fait. Voilà, parce que c'est eux qui sont la majorité. Les nobles et tout cela, en général, ils sont pas majoritaires dans le, comment est-ce qu'on dit, dans le pays. Ok, eux ils ont d'autres fonctions que j'ai déclinées tout à l'heure, mais ceux qui dirigent, encore une fois, au risque de me répéter, effectivement, la société, c'est la chambre basse et le gouvernement civil. C'est la chambre basse aujourd'hui qui devient le parlement, ok, l'Assemblée nationale, ok, que généralement les Mandingues appellent Kumayoro, ok, qu'on va traduire par la palabre, l'endroit de la palabre et tout, voilà. Donc, toutes les institutions donc qu'on a vues sur la fresque là, c'est ça que j'ai symbolisé ici. Ok, donc on a la maison royale composée de la cour du roi avec le roi lui-même, sa reine ou sa femme, ok, et la reine mère. Parce qu'en général en Afrique c'est la reine mère qui choisissait parmi les fils royaux l'héritier, celui qui va régner. Parce qu'encore une fois, on était de tradition matriarcale. Voilà pourquoi les chambres qui constituent donc le pouvoir que le pharaon doit gérer sont symbolisées par des femmes. On a le clergé d'Amon, Amon qui signifie l'union, ok, dans les langues, notamment dans les langues mandingues, Mangou, Mani, c'est le thème de l'alliance, du cousinage. Donc c'était le clergé universel à tout le pays en fait, à toute l'Égypte au niveau confédéral. C'est-à-dire que chaque région avait son propre clergé, mais au niveau national, ok, il y avait un clergé unique. Et c'est de ce clergé-là, en général, que sortaient les pharaons. Ok, ils étaient éduqués par ce clergé-là, par le clergé d'Amon. Ensuite, on a le gouvernement civil, qui est l'ensemble de l'administration du pays, avec à sa tête le Djati. Ok, Djati, c'est le nom du dieu Thoth. Ok, voilà, parce que Thoth c'est une forme copte tardive que les Grecs vont récupérer, mais son nom dans les langues mandingues c'est Djati. Voilà, Djati, et c'est lui qui est le premier ministre aujourd'hui, ou le chancelier de la République. Voilà, pour que vous ayez un peu à peu près les références, pour vous faire une idée concrète, c'est quoi le Djati. Les égyptologues l'appellent vizir, mais vizir ça c'est en Mésopotamie. Les Égyptiens avaient un nom pour lui, c'est Djati. Même encore en Afrique, Djati ça veut dire le chef, le souverain, ok, celui qui gère, celui qui compte, celui qui fait les comptes, celui qui pèse, celui qui examine, voilà, c'est lui le Djati. C'est le chef de l'administration. C'est aussi le premier conseiller du roi, ça faut le savoir. Par exemple, même chez les Mossi au Burkina, ok, si en tout cas tout ça vous intéresse, commentaire, vous dites, on va faire des vidéos sur les différents systèmes politiques qu'il y a eu en Afrique. Chez les Mossi, donc au Burkina, l'empereur, ok, le Moro Naba, est élu par un conseil. Ok, c'est par exemple la chambre haute que vous voyez ici là. C'est eux qui élisent l'empereur des Mossi. Et pour que l'empereur puisse régner effectivement, c'est le Djati. Ok, donc le dieu Thoth qui représente le gouvernement civil, c'est lui qui venait l'introniser. Et ce Djati là, il était d'origine modeste. C'est-à-dire que en général, c'était pas un noble. Ok, il y a pu avoir des moments, il y a eu même des moments où c'est le frère du roi, etc. qui faisait ça. Mais en général, il y avait une séparation des pouvoirs. Ok, et la palabre qui est l'ensemble donc des chambres et tout, des parlements, etc. Donc, culturel est la révolution, kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement, chambre d'enregistrement, Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis, bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei.